Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Watt06 dans la mini-série de Tech4Elle. Tech4Elle, c'est l'application qui permet de mettre en relation des jeunes filles de première et de terminale avec des marraines afin de les aider dans leur parcours et leur orientation scolaire. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Estelle Becquet, qui est psychologue et sexologue. Merci d'être là. Bonjour, merci pour l'invitation. Est-ce que Estelle, vous pouvez commencer par vous présenter, nous dire qui vous êtes pour que l'audience apprenne à vous connaître? Oui, bien sûr. Alors, je suis Estelle Becquet, je suis psychologue, sexologue, thérapeute de couple. Je fais pas mal de choses, mais mon activité principale, c'est en libéral, à Cannes. J'ai un cabinet où je reçois des adultes, des couples, des jeunes adultes aussi. Et je donne aussi des cours à la fac. Alors, j'ai une pratique qui est assez engagée. Donc, pour moi, c'est important de considérer l'individu comme pris dans une société avec toutes les influences de la société et notamment les oppressions systémiques. Donc, je pense que c'est un petit peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Et je prends en compte tout ça dans ma pratique. Je donne aussi quelques cours à la fac en TCC et en sexologie. TCC, pour celles et ceux qui ne savent pas, peut-être. Alors, pardon, c'est vrai que là, j'ai le jargon de psy qui arrive. C'est la thérapie cognitive et comportementale à laquelle je suis formée, mais je suis aussi formée par d'autres psychothérapies que je pratique. Ok. Je mentionne en plus que vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Alors oui, j'ai un compte Instagram où je parle de sexualité, de relations en général, de façon assez inclusive, mais aussi assez accessible. Et ce compte s'appelle Sexo Théorie, sexo-du-bas théorie avec un Y. Ce sera affiché là. Merci pour cette présentation. Donc effectivement, on peut voir que vous avez un panel assez complet. Vous faites plein de choses différentes, à la fois dans la transmission, la réception. Enfin, c'est intéressant du coup d'avoir votre point de vue aujourd'hui là-dessus. Et la première question que je vous pose aujourd'hui, c'est: à quel moment, selon vous, les premiers mécanismes d'orientation commencent-ils à s'installer chez les jeunes ? Alors, chez les jeunes, en fait, je pense qu'il faut qu'on aille très très loin. Et c'est vrai, quand on parle d'orientation, on va imaginer que ça arrive plutôt vers l'adolescence. Et en fait, on peut dire qu'il y a des influences très très tôt. Et j'ai même envie de dire dès le berceau. Ah oui. Et ouais. Pourquoi ? Parce que, en fonction du milieu dans lequel on évolue, en fonction de si on a un garçon, si on est une fille, en tout cas si on est assigné garçon ou fille à la naissance, on va nous traiter différemment. Et ça, même dans des milieux très déconstruits, on s'est rendu compte que, par exemple, on allait s'adresser différemment à un bébé fille ou à un bébé garçon. Okay. Une petite fille, on va plus lui dire qu'elle est jolie, on va plus lui donner des compliments autour de la beauté, de la douceur. Et un garçon, on va plutôt lui dire « tu es fort, tu es grand ». On traite aussi différemment les pleurs des bébés. C'est assez incroyable à voir ça. Okay. On va répondre plus rapidement à des pleurs de bébé filles, par exemple. Donc, on traite les émotions différemment aussi. Et tout ça, même si on est conscient, on a une influence là-dessus, sur les tout petits. Et aujourd'hui, ces influences, donc c'est plutôt les parents qui sont influencés dans la manière dont ils éduquent, est-ce que ça vient du coup de la société et ils répètent un schéma qu'ils ont déjà vu, ou est-ce que c'est autre chose, je sais pas. Alors, vous dites c'est plutôt les parents, oui, mais tout le monde en fait, puisqu'on va s'adresser en tant que parent, mais en tant qu'ami, en tant que professionnel de santé, en tant qu'éducateur, éducatrice. En fait, on est dans un bain genré. On est dans une société très genrée, donc forcément on est influencé par ça. Et même si on est conscient de tout ça, on va reproduire quelque chose de cet ordre-là.
Ok. Et du coup, a-t-on réellement la liberté de choisir son orientation ? Alors, je vais vous faire une réponse de psy. Oui, allez-y, Évidemment. vous êtes là pour ça. Bien sûr qu'on a la liberté de choisir, mais en fait, on est influencé, malgré nous. Donc, bien sûr que si on est conscient de ça, on peut aller au-delà de tout ça et choisir notre orientation, mais on est conditionné. Et nos choix eux-mêmes vont être conditionnés par ce qu'on va penser être possible ou pas. Et ça, on va voir, je pense qu'on va en parler, que ça va fortement être conditionné en fonction de si on a un garçon ou c'est une fille. Parce que le champ des possibles va nous apparaître plus ou moins large en fonction de notre genre. Et c'est vrai que en psycho, en général, même en général dans la société, on a tendance à individualiser un peu ces questions. À dire quand on veut, on peut. Oui. La méritocratie. Alors, il y a la culture de la méritocratie, évidemment. On va dire que c'est plus une question de confiance en soi, etc. Mais en fait, alors effectivement, il y a des différences inter-individuelles entre les personnes. Il y a la personnalité qui est plutôt stable. Mais en fait, il y a tout un angle systémique qu'on oublie souvent. Et ça, c'est hyper important de le prendre en compte. C'est intéressant parce qu'on a reçu une experte autour de Parcoursup pour les choix. Et ce qui est ressorti, c'est que pour les jeunes filles, le choix des vœux qui était fait, souvent, elles ne mettaient pas de vœux, ce qu'on appelle des vœux d'ambition. Elles vont se limiter justement à ne pas choisir certaines écoles, certaines facs, peu importe. En tout cas, des choses qui paraissent inaccessibles et qu'elles n'auront de toute façon pas. Et donc l'idée, effectivement, avec Tech4L notamment, et le fait qu'il y ait des marraines, c'est de leur dire, en fait, c'est possible. Et donc de les accompagner dans ce sens-là. Donc ça résonne avec le fait que on est conditionné, comme vous dites, par ce scope qui est plus ou moins large en fonction des personnes. Et l'idée, c'est d'élargir ce scope-là pour ces jeunes filles, en tout cas. Donc, c'est exactement ça, ouais. D'élargir le champ des possibles. Et du coup, quels sont, d'après vous, les biais les plus puissants qui influencent les choix scolaires ou professionnels plus largement après ? Alors, il y a plusieurs biais. On va dire que les biais, en général, les plus puissants, c'est ceux qui vont paraître naturels. Donc, ils vont être liés à la classe sociale, à la racialisation, au validisme, notamment. Le validisme, on rappelle que c'est tout les stéréotypes qui vont être liés au handicap et au fait d'être valide. Et donc, on va mettre comme supérieures les personnes valides où la société est plutôt organisée sur le fait d'être valide. Et évidemment, le genre. Donc le fait d'être un garçon ou une fille. Et ça va être un biais qui va fortement influencer les personnes. Qu'est-ce que ça va avoir comme influence ? C'est qu'on va faire une association, alors c'est assez inconscient, mais de compétences qui vont être plutôt liées à des compétences dites masculines et des compétences dites féminines. Évidemment, il n'y a pas de compétences masculines ou féminines, on le rappelle. Tout ça, c'est des influences sociales parce qu'il y a des normes comme ça dans la société. Ça va être... Ça va être important. Y a un biais qui va faire qu'on va confondre la performance immédiate et le potentiel. D'accord. Ça, c'est très important à retenir. Pourquoi ? Parce qu'on va plutôt en général, lors des entretiens d'embauche ou quand on va évaluer un jeune, valoriser les compétences immédiates. Oui. Plutôt que le potentiel. Et en fait, en général, les garçons ont tendance à mettre en avant ce qu'ils pensent pouvoir faire ou leurs compétences, parce qu'en plus, c'est plutôt valorisé quand on a un garçon de montrer qu'on a confiance en soi, qu'on est capable de... Tandis que quand on est une fille, c'est plutôt valorisé d'être humble, d'être dans le doute, de dire non, je sais pas.
Donc ça va avoir une influence très, très importante. Il y a un autre biais qui est celui de la désirabilité sociale. Donc le fait de se présenter sous le meilleur jour. Oui. Et donc c'est exactement ce que je viens de dire concernant comment on va se présenter. Et donc quand on est une fille, on va plutôt avoir tendance à minimiser ses compétences. Et quand on est un garçon, plutôt dire oui, je suis capable. Puisqu'on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, il y a une vidéo qui est pas mal passée avec un micro-trottoir. Et en fait, ça vient d'un sondage qui a été fait en 2023, où on demandait à des garçons ou à des filles si, en cas d'urgence, ils étaient capables de faire atterrir un avion. Ah oui. Vous J'ai vu cette trend. Oui. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui l'ont j'en vu. suis sûre. Et en fait... donc les résultats du micro-trottoir, c'est voilà, en accord avec le résultat du sondage. Eh bien, c'est que la plupart des garçons disaient oui, moi je suis capable. Oui. Alors qu'il faut des années d'études, tout ça. Bien sûr. Oui. Là où les filles disaient non. Bien sûr. Donc ça illustre vraiment cet effet de désirabilité sociale. Ça illustre aussi un autre effet qui s'appelle l'effet de... J'ai mes petites anti-sèches. Allez-y. Je le connais bien en plus. De Dunning-Kruger, qui montre que moins on a de compétences, plus on va surévaluer nos compétences. Et plus on commence à avoir des compétences, plus on va les sous-évaluer. Oui. Sauf que cet effet, il est quand même augmenté chez les garçons et il est diminué chez les filles. D'accord. Donc vous voyez que quand on parle de biais, en fait, il y a plusieurs biais qui s'entrechoquent, notamment au niveau du genre. Oui, je comprends bien que effectivement, du coup, il y a plusieurs biais et que tous vont dans le sens du fait que les garçons, en tout cas, soient valorisés et ou par la société et ou par eux-mêmes, en tout cas, et leur entourage. Absolument. C'est pas dans le script et c'est pas dans les questions, mais je me demande à quel point, du coup, c'est lié à notre société qui est aujourd'hui plus patriarcale et à quel point ça peut être des choses qui sont différentes dans ces sociétés matriarcales. Alors, il y en a peu, des sociétés matriarcales. Oui, et j'imagine qu'il y a peu d'études en plus dessus, mais encore moins. Est-ce qu'aujourd'hui, on a, pas un état de l'art, mais en tout cas des informations au moins là-dessus? Honnêtement, je ne sais pas. Sachant que ça, c'est quand même évalué dans des sociétés assez modernes, sur certaines compétences qu'on va attendre dans une société de données. Donc, est-ce que c'est généralisable? Est-ce que c'est applicable sur d'autres sociétés? Est-ce que c'est comparable? Je ne sais pas. En tout cas, ce biais-là existe et effectivement, il est lié à une société patriarcale. Alors, il y a des choses quand même qui évoluent, il faut le dire. Oui, nous avons l'espoir, les choses s'améliorent. Et puis, vous êtes, avec le travail que vous faites, l'idée, c'est d'améliorer les choses. Déjà, d'en prendre conscience, ça fait beaucoup améliorer les choses parce qu'on n'est plus soumis à ce biais. Enfin, moins, oui. Alors, du coup, pourquoi, selon vous, les jeunes filles s'autocensurent davantage que les garçons dans certaines filières? Donc, ça rejoint les biais. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter là-dessus? Ça rejoint les biais, mais c'est souvent aussi, finalement, une stratégie d'adaptation. Ok. Pourquoi? Parce que elles se disent très tôt, dans tel ou tel milieu, je vais être plus jugée, plus exposée à l'erreur. Il va falloir faire plus d'efforts pour montrer que je mérite ma place. Ce qui est une réalité dans ce qu'on entend chez les personnes. Donc, en fait, elles anticipent un peu le coût émotionnel de ce que c'est d'être minoritaire, de devoir se justifier, d'encaisser peut-être des remarques sexistes, de ne pas trouver sa place, de ne pas prendre sa place. Parce qu'effectivement, quand on le voit très bien dans les cours d'école, les cours d'école sont majoritairement occupés par les garçons en termes d'espace. Et donc ça, c'est hyper important de comprendre ça, que l'espace aussi, une entreprise, un milieu, ça va être plus ou moins accueillant. D'où l'importance que les entreprises fassent l'effort d'accueillir les femmes et de les traiter comme des égales et face aux hommes.
Pas que en termes de salaire, mais aussi en termes d'attitude et de culture. Donc, ouais, effectivement, même si effectivement c'est des choses qui s'améliorent dans le milieu professionnel, je me demande à quel point aujourd'hui, dans le système éducatif, il y a des choses qui sont mises en place justement dans ce sens-là. Je sais pas exactement, ouais, mais c'est vrai que je pense qu'il y a du travail à faire. Et en tant que, du coup, psychologue, comment observez-vous le lien entre confiance en soi, sentiment de légitimité et orientation aujourd'hui ? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du manque de confiance en soi, du syndrome de l'imposteur. Vu et revu. Ouais, mais finalement ça devient presque une espèce d'injonction. Ouais. Il faut avoir confiance en soi. Enfin, c'est très compliqué. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si on voit ça en termes individuels, seulement individuels, c'est compliqué, c'est très culpabilisant et ça fait fi de toute cette dimension systémique. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Et c'est pas magique non plus, la confiance en soi. C'est pas une ressource interne qu'on n'a pas, ça se construit. Et ça se construit aussi dans des environnements qui vont être positifs, qui vont envoyer des messages de reconnaissance. Donc ça, c'est hyper important. Moi, ce que je constate, c'est que la plupart des femmes et des jeunes filles, jeunes femmes qui ont des compétences, elles ne vont pas forcément douter de leurs compétences, mais c'est plus une difficulté du sentiment d'autorisation. Elles doutent sur leur légitimité, sur leur droit à être à tel ou tel endroit. Et souvent, elles vont manquer d'ambition finalement parce que elles ne se sentent pas un mérite d'être là. Et du coup, pour rejoindre l'idée d'orientation, donc les jeunes filles qui sont en première terminale, qui font leur choix, n'arrivent pas à se projeter et dans de possibles carrières, ou en tout cas filières, où elles se diraient je ne suis pas forcément à ma place, ou comment aujourd'hui on peut leur donner, au-delà de cette confiance en soi, du coup ce sentiment d'autorisation ? Je pense que ce que vous faites avec Tech4L, c'est génial parce qu'il y a une espèce de projection, de pouvoir s'identifier à des pairs, à d'autres femmes qui ont pris leur place, ça c'est hyper important. Okay. Mais effectivement, puisque c'est des milieux occupés principalement par des hommes encore, c'est difficile de se projeter dans un endroit qui paraît hostile, où on va avoir du mal à se projeter, effectivement. Ok. Alors, on va parler maintenant un peu plus du rôle de l'entourage et du système scolaire, justement. Comment on peut agir et quels sont les rôles. Donc, première question, quel rôle joue la famille, notamment les parents, dans la construction et les choix d'orientation ? Depuis le berceau, comme vous l'avez précisé au début. J'ai même envie de dire peut-être depuis la grossesse, parce qu'on projette beaucoup de choses en fonction de si on attend un bébé fille, un bébé garçon. On le voit, la société est quand même, et notamment le commerce, est très genré. Dès les premiers petits pyjamas des garçons, des filles, les messages, c'est assez, ça tend à changer quand même au niveau des jouets, etc. On voit une évolution, par exemple, aussi à l'entrée à l'école, parce que tant que les enfants sont à la crèche, les rôles sont quand même plus ou moins indifférenciés. Et puis après, ça évolue un peu à l'école. Je reviens sur la question. Quel rôle joue la famille ? Déjà, la famille elle-même, notamment les parents, ils ont eux-mêmes intériorisé des limites en tant que femme, en tant qu'homme. Et en fait, ils vont jouer un rôle d'influence, mais de façon très, très implicite, très subtile. Et on se rend compte qu'on va plutôt valoriser, inciter les garçons à prendre des risques, tandis que les filles, au contraire, on va plutôt les orienter sur le fait de faire attention à elles. Et ça joue énormément sur l'orientation, sur l'apprentissage en général, sur le fait de se tromper ou pas, d'oser faire des erreurs, d'oser faire des choses. Et ça, il faut bien le dire, on n'est pas là pour faire le procès des non, pas du tout, parents. Et je sais à quel point c'est un rôle difficile. Mais en fait, il y a des
vraies bonnes intentions. Quand on a envie de faire attention à une fille, de lui dire il faut faire attention, c'est vraiment pour la protéger. Et on sait qu'en tant que fille ou femme, on n'est pas forcément dans une société hyper safe. Mais du coup, de façon subtile, on va transmettre des limites qu'on a soi-même intériorisées. Ok, donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut que les parents travaillent sur eux-mêmes. Un peu, ouais. Bah, déjà, prennent conscience de ça. Mais même quand on est conscient de ça, moi-même, j'ai 2 garçons, j'essaye de les éduquer dans une éducation non genrée, mais en fait, moi-même, je me rends compte quelquefois que j'ai certains biais. Donc déjà, d'en prendre conscience, c'est très bien, puis d'en discuter, ouais. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, les professionnels de l'éducation, parfois malgré eux et elles, peuvent renforcer des stéréotypes ? Eh bien, exactement comme les parents, en fait. Bien sûr, bien sûr. Même avec plein de bonne volonté, eh ben, il va y avoir des conseils qui vont être réalistes. Et c'est vrai, c'est peut-être lié à une réalité. C'est en orientant une fille vers telle ou telle filière, sera peut-être plus confortable pour elle. Donc, il y a de la bonne volonté, mais en fait, c'est hyper limitant. Et ça, ça participe à cette reproduction sociale, finalement. Donc, c'est quand même important de l'avoir en tête. Il y a une culture professionnelle aussi qui tend à évoluer, mais qui est marquée, mais comme plein de cultures, par des normes genrées. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, avec une forme de sensibilisation, on peut aider les professionnels de l'éducation à prendre conscience de ces biais ? Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est des gens qui ont des formations, qui sont suivis par rapport à ces sujets-là, mais je me dis que ça pourrait être des pistes intéressantes d'aller les sensibiliser aussi. Ouais, j'en suis persuadée. Après, le temps et la sensibilité de chacun des enseignants fait que les choses évoluent aussi, j'en suis persuadée. Mais faire de la sensibilisation à ce niveau-là, ça me paraît très, très bien. Et justement, la question, c'était avez-vous constaté une évolution dans les discours ou les pratiques des établissements scolaires ces dernières années ? Un peu. Après, moi, je ne travaille pas directement avec les établissements scolaires. Ce que je vais voir, c'est à travers mes patientes. Les jeunes adultes. Les jeunes adultes. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression, justement, sur les générations que vous avez vues passer, que ça a évolué parmi les personnes que vous avez... Moi, je suis plutôt confiante, effectivement. Alors, c'est vrai que ça évolue encore lentement, qu'il y a encore beaucoup de travail et c'est important de travailler là-dessus, justement, de faire évoluer les choses. Mais je suis plutôt confiante là-dessus, sur l'avenir, ouais. On va maintenant parler du genre, des stéréotypes et de la pression sociale. On en a parlé un petit peu avant, mais on va rentrer un peu plus dans le sujet. Alors, comment définiriez-vous les stéréotypes de genre appliqués à l'orientation ? Alors, les stéréotypes de genre, déjà, on va essayer de définir ce que c'est un stéréotype de genre. En fait, ce sont des croyances. Des croyances sociales qui vont, et alors appliquées à l'orientation, qui vont associer des compétences, des qualités liées à un métier, à un genre donné. Et classiquement, ce qu'on voit, c'est qu'on va plutôt associer le relationnel, le soin pour les filles. Alors moi, je viens de psycho en plus, donc vous imaginez, les amphis, c'était rempli de femmes, de jeunes femmes. Et puis, on va plutôt associer le côté technique, la logique aux garçons. Et en plus, le problème, c'est qu'on va imaginer que ces qualités, elles sont naturelles. Qu'en fait, on est avec telle ou telle qualité, on va dire, oui, les filles, elles s'occupent des autres. Et en fait, c'est des choses qui sont très construites, qui sont transmises. Et ça va avoir un impact dans l'orientation scolaire, évidemment, mais ça peut avoir un impact dans les relations entre hommes et femmes, dans le couple, etc. Et c'est vraiment important de l'avoir en tête. Il y a des gens qui pensent que ce sont des qualités naturelles, ce qu'on appelle l'essentialisme. D'accord.
Et en fait, ces croyances, même si on les déconstruit, elles sont quand même intégrées par les personnes qui les subissent. Et il y a une expérimentation en psychologie sociale qui est hyper intéressante là-dessus. Elle a été faite en 99. Il me semble qu'elle a été reproduite. Ce serait intéressant de voir l'évolution. Est-ce que c'est toujours la même chose ? Mais cette expérimentation, elle illustre vraiment très bien ce biais. En fait, on a demandé à des jeunes femmes et des jeunes hommes de faire le même exercice. On leur présentait une tâche et on leur disait, à un groupe, on disait que c'était un test de mathématiques ou de géométrie. Et puis à l'autre groupe, on disait que c'était un exercice de raisonnement ou de dessin abstrait. Ok. Mais c'était le même exercice. Ouais. Eh bien, au niveau des résultats à l'exercice, et les femmes, elles réussissaient beaucoup moins bien l'exercice si on leur avait dit que c'était un test de maths ou de géométrie que si on leur avait dit que c'était du raisonnement ou du dessin abstrait. Et chez les hommes, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre les deux. Et alors là, qu'est-ce que ça montre ? On intègre certains stéréotypes, et notamment concernant les maths, concernant les sciences en général, on le sait, et les performances, elles vont être très sensibles au contexte dans lequel on présente les choses. Donc, ça montre que si on appartient à ce groupe stéréotypé en tant que femme, nos performances vont être moindres en fonction de ce qu'on a intégré concernant le stéréotype. Oh. C'est dur à encaisser. Oui. Pour parler d'un point de vue plus personnel, en tant qu'ingénieur, c'est vrai que je suis souvent face à des entretiens d'embauche où on nous demande de résoudre des exercices techniques. Et c'est quelque chose qui est très stressant. Et souvent, je vais performer beaucoup moins bien lors d'un entretien où je vais devoir faire mes preuves parce que je sais qu'on attend de moi que je code, alors que si on me propose le même exercice dans un autre contexte, je vais arriver à faire cet exercice-là. Donc, plus ou moins, mais voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir à quel point je suis là à cette table et que les stéréotypes sont bien ancrés. C'est hyper ancré. Et donc, ça amène ce qu'on appelle une anxiété de performance qui va faire qu'on va avoir de moins bonnes performances. Et le contexte joue énormément. Et c'est aussi pour ça que je crois vraiment en Tech4L, parce que le fait d'apporter une vision, une projection, de se dire que c'est possible, je trouve que ça change l'état d'esprit dans lequel on va rentrer, même pour les concours, les examens, la manière dont on va rentrer les dossiers, etc. Et malgré les stéréotypes, j'espère que ça va pallier aux stéréotypes. C'est un peu ça que l'espoir que j'ai pour, en tout cas, ces jeunes filles-là. Mais clairement, il y a du travail. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les stéréotypes ? Ou pas plus, je pense qu'on a tout dit, que c'était déjà bien ancré. Peut-on dire du coup que certaines jeunes filles doivent encore aujourd'hui justifier un choix jugé atypique ? Donc, c'est évident, elles doivent se justifier là où on ne va pas demander à un garçon de se justifier. Parce qu'elle n'est pas là où on l'attend. Donc, elle va être dans une exception, alors que si elle choisit une filière dans le soin ou plus artistique ou dans la communication, il n'y a pas de question. Voilà. Quels sont, selon vous, du coup, les impacts de ces biais sur les trajectoires personnelles et professionnelles de ces jeunes filles ? Il y a beaucoup d'impacts. Déjà, celui de l'autocensure, où elles ne vont même pas s'autoriser à aller vers telle ou telle filière. Mais en fait, même une fois qu'elles vont y être, elles vont se limiter. Donc, ça peut amener une fatigue psychique plus importante parce qu'elles vont être tout le temps dans une anxiété de performance, celle dont vous nous avez parlé. Ça peut même amener des problèmes de santé mentale, des problèmes de burn-out, etc. Parce que quand il y a une espèce d'hypervigilance sur soi-même, à se dire il faut que je sois toujours au top, en fait. J'ai pas le droit à l'erreur, je me laisse pas le droit à l'erreur parce qu'on va m'attendre au tournant, ce qui est parfois vrai en plus. Oui, complètement. Ça, c'est quand même compliqué. On le sait au niveau de l'évolution de la carrière et les femmes ont tendance à beaucoup moins
se vendre, à oser, je sais pas, postuler sur un poste supérieur ou à demander une augmentation, par exemple. Donc ça a un impact sur les revenus et puis aussi sur les rapports de pouvoir. Très bien. Quels sont selon vous, du coup... Non, celle-là, on l'a déjà faite, pardon. Est-il essentiel aussi d'en parler aux garçons et les sensibiliser également? Eh ben moi, j'en suis persuadée. Parce que parfois, on peut se dire, oui, mais du coup, les garçons, ils ont... c'est plus confortable pour eux. Alors certes, mais en fait, il faut bien se dire que ces normes de genre, eh ben, elles enferment aussi les garçons dans des choses comme une pression sur la performance, sur la compétitivité, la difficulté aussi à montrer sa vulnérabilité. Donc ça, c'est hyper important d'en parler aux garçons. C'est important aussi qu'ils prennent conscience de tout ça pour éviter d'être dans la discrimination avec les filles. Oui. Ça, c'est essentiel. Donc, moi, je pense que de parler de ces normes et de réussir à les déconstruire, c'est favorable vraiment pour tout le monde. Très bien. Sachant que, je reviens sur Tech4L, l'idée, c'est d'aller faire des sensibilisations du coup dans les lycées, de parler de l'application, et évidemment dans des classes où il y a aussi des garçons. Bien sûr. Et donc, effectivement, bon, ils n'ont pas accès à l'application parce que c'est que pour les jeunes filles, mais de leur montrer que c'est nécessaire aujourd'hui parce que justement, il y a tous ces stéréotypes et que l'idée est de pallier à ça. Donc, j'espère sensibiliser aussi les garçons avec l'application. On espère. On va donc passer à la dernière partie de cette interview qui est comment agir et déconstruire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, quelles sont selon vous les actions concrètes qui permettent de rouvrir le champ des possibles pour les jeunes filles? On en a légèrement parlé au début, mais voilà, l'idée c'est de vraiment mettre en place toutes les actions possibles. Si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais bien avoir une baguette magique. Alors, en psychologie, ce qui est important de comprendre, c'est que tout est apprentissage. Et donc, on a parlé des stéréotypes qu'on a intégrés, des normes. Déjà, ça, c'est un apprentissage. On a appris, malgré nous, tout ça. Et l'apprentissage le plus efficace, c'est l'apprentissage vicariant. Donc, encore un nom mot barbare. de psy. Mais en fait, c'est tout simple, parce que les psys, ils aiment bien donner des noms compliqués. C'est l'apprentissage par le modèle, par l'exemple. Et ça, on sait que c'est un des apprentissages les plus efficaces. C'est pour ça que dans l'éducation, c'est hyper important. Et donc, multiplier les rôles modèles diversifiés, c'est quelque chose de super. Et donc, c'est ce que vous faites, en fait, avec ce marrainage de Tech4L. Donc ça, c'est super. On sait aussi que plus on agit tôt, mieux c'est. Ok. Donc, si on arrive à sensibiliser dès l'enfance, c'est super. Ok. Qu'est-ce qui va être important aussi? C'est important de travailler sur les individus, mais c'est important de travailler sur les environnements. Donc, sur les entreprises, sur l'école. Parce qu'on parle de responsabilité individuelle, et en fait, je l'ai déjà dit, c'est beaucoup plus complexe, c'est un système. Et on demande aux filles de s'adapter à des systèmes qui ne sont pas pensés pour elles, en fait, notamment dans la tech. Il y a une autre étude de psychologie sociale qui est hyper intéressante là-dessus. On a montré à des garçons et des filles, à des étudiants, des photos de salles d'informatique. D'accord. Alors, pas des salles avec des gens, juste des salles. Okay. Voilà, avec une déco. Et ça montre aussi à quel point l'environnement est important. Alors, soit c'était des salles avec une déco, on va dire, entre guillemets, geek, masculine. Je vois très bien. J'ai une image parfaite dans la tête. Voilà. Avec des posters de science-fiction, des jeux vidéo, voilà. Soit c'était des salles plus neutres, avec des objets neutres, des plantes, des livres, donc pas forcément genrés, connotés.
Et puis, on demandait aux étudiants et étudiantes, est-ce que vous sentiriez à votre place ici ? Est-ce que vous auriez envie d'étudier ou de travailler dans cet environnement ? Et en fait, les résultats étaient clairs, c'est que les femmes se projetaient beaucoup moins dans les environnements qui étaient stéréotypés masculins. Et ça, c'est très important aussi à comprendre, c'est que si elles se sentent moins à leur place, c'est peut-être compliqué pour elles d'exprimer de l'intérêt pour l'informatique, par exemple. Donc, on voit bien que là, on ne mesure pas les compétences, mais juste la projection. Est-ce que je me sens bien dans cet environnement ou pas ? Et ça parle du sentiment d'appartenance. Et c'est aussi un biais qui est très important dans la projection, dans l'orientation. C'est est-ce que je me vois dans tel ou tel milieu ? Donc ça va au-delà de la compétence, de la légitimité, de la confiance en soi. Ouais. Oui. Je m'imagine totalement. Ça me parle. Ouais. Ça me parle sur des choses même techniques. Je repense à des démonstrations techniques de code qui sont basées sur des comparaisons avec Star Wars. Ouais. Et donc, ça utilise des personnages de Star Wars. Je n'aime pas du tout la science-fiction. Je ne connais pas vraiment Star Wars. Voilà, j'aime quand c'est ancré dans la réalité. Et du coup, je me suis retrouvée un peu bloquée à comprendre des exemples parce que je ne connaissais pas les personnages, la partie gentil et méchant, globalement. Et du coup, j'ai refait toute cette démo avec d'autres exemples en utilisant des continents. Trop bien. Parce que je me suis dit, en fait, ça ne me parle pas. Et ça parle à 90% de la population en conférence, mais pas au reste des 10%. Voilà. Donc, effectivement, ça me parle sur ce genre d'exemple. Donc, c'est hyper important de se dire qu'au-delà de juste de la tech en elle-même, il y a tout l'environnement qui va faire qu'on va être attiré ou pas, si on est une femme ou un homme, et ça envoie des signaux d'inclusion ou d'exclusion, en fait. Oui, d'où l'importance d'avoir une culture d'entreprise, notamment, et du coup aussi dans les parcours universitaires qui permettent d'inclure tout le monde. Comment, du coup, des initiatives comme Tech4L créent du lien entre les lycéennes et les marraines peuvent-elles vraiment faire la différence, selon vous ? Ce qui me paraît intéressant dans cette initiative, c'est que en fait, le mentorat, il va amener ces rôles modèles, comme je disais, d'apprentissage vicariant. En psychothérapie, on appelle ça le modeling. On va prendre un exemple et ça va nous aider à nous projeter dans une place. On va prendre telle ou telle qualité de la personne et ça va permettre de se projeter vers une place qui va ressembler à la personne. Et de cette façon, le mentorat, il va transmettre le sentiment de légitimité. Moi aussi, peut-être, j'ai ma place où je peux me projeter ou m'imaginer faire pareil. Je reprends un exemple, je parle de ma vie aujourd'hui dans cet épisode, mais il y a 5 ans, j'ai écrit un article où j'ai fait la liste des femmes qui me motivaient dans le monde de la tech. Ok. Qui donnaient des conférences. Parce que j'avais à l'époque envie de donner des conférences, mais je ne savais pas trop pourquoi, comment, etc. Et une d'entre elles, qui est une des plus connues dans le cloud, est aujourd'hui ma manager, et avec qui je travaille. Et à l'époque, si on m'avait dit ça il y a 5 ans, j'aurais été là. Mais ce n'est pas possible. Trop bien. Et en fait, tout est possible, mais c'est de faire cette liste. Ça m'a permis de me projeter, de voir le type de conférences qu'elle donnait, comment elles étaient arrivées là, et du coup, de me dire, en fait, c'est possible, étape par étape, à mon échelle, en tout cas. Et je pensais pas en arriver du tout là aujourd'hui, clairement pas. Sans être prétentieuse, évidemment. Mais un petit biais d'humilité. Oui. Non, mais oui. Donc, je pense que c'est effectivement la partie rôle modèle, en tout cas pour moi, est importante. Donc, j'imagine que pour d'autres jeunes filles, ça le sera également. J'en suis persuadée. Et puis après, tout simplement, concrètement, c'est aussi une transmission d'expérience et sur les limites. Et voilà, qu'est-ce qui a été difficile pour moi ? Comment tu peux contourner ce problème, j'imagine. Tout à fait. Et vous pouvez aller voir les épisodes précédents sur les binômes marraine-filleule, effectivement, qui témoignent de la transmission d'expérience et aussi de l'aide concrète à
décortiquer les formations qu'il y a sur les pages web des universités, de comprendre, démystifier le vocabulaire, de se projeter plus et de poser les bonnes questions au bon moment pour choisir leur orientation. Donc il y a aussi cette partie-là dans le mentorat de Tech4L. Donc, quelles précautions faut-il prendre lorsqu'on encourage une jeune fille à sortir de sa zone de confort? Où se situe la bonne posture? Et ça, c'est plutôt orienté notamment pour les marraines. Alors, je vais encore sortir un mot barbare. Alors, c'est pas barbare. C'est quand je réfléchissais à cette notion de posture. En psychologie, on parle de la mère suffisamment bonne. J'ai envie de dire c'est la posture suffisamment bonne et c'est aussi trouver cet entre-deux entre l'encouragement mais aussi laisser l'espace nécessaire à ces jeunes filles. Et en fait, le risque, comme dans toute évolution sur les normes de genre, par exemple, je le vois dans la sexualité. En fait, l'idée, c'est de ne pas transformer l'encouragement en injonction. Et c'est OK aussi d'essayer, puis de finalement se rendre compte que ça ne nous plaît pas. Oui. Et ça encore, c'est quelque chose, les filles s'autorisent moins à se tromper. Hein. Donc l'idée, c'est on encourage, on accompagne, mais on peut s'arrêter à un moment. L'idée, c'est pas d'endurer quelque chose qui serait hostile. Bien sûr que l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort. Hein. Mais si c'est trop compliqué, c'est OK. Et puis, on peut aller aussi au-delà du sexisme, de dépasser ces environnements-là. Mais l'idée, c'est pas d'en faire fi non plus, de faire fi des oppressions. Oui, quoi. Oui, elles sont là, elles sont présentes, d'en avoir conscience. De ne pas mentir sur ces choses-là non plus. Oui, absolument. D'être réaliste par rapport à ce qui se vit. Mais j'ai quand même le sentiment que la nouvelle génération ne voit pas les choses de la même manière. Okay. La Gen Z, entre autres. mais qu'ils sont beaucoup plus déconstruits que même ma génération, moi qui ai 32 ans. Et encore plus des cinquantenaires qui seront bientôt à la retraite dans le milieu professionnel. Oui, je pense, mais en même temps, comme il y a beaucoup de déconstruction d'un côté, j'ai l'impression, il faudrait, j'ai pas de chiffres en tête, hein, j'ai l'impression que d'un autre côté, il y a une espèce de radicalisation aussi. Donc il faut faire attention à ça. Ok, un entre-deux à trouver. C'est toujours un juste équilibre de toute façon. La nuance. C'est sûr. Oui. Le maître mot du jour, j'imagine. Alors, selon vous, que faut-il désapprendre en priorité pour avancer et reconstruire? On a parlé de déconstruction. Déconstruction, construction, évolution. Alors, on a parlé de la culture de la méritocratie. Ça, c'est vraiment important de déconstruire cette notion de si je veux, je peux y arriver. Alors, oui, j'ai envie de dire oui, mais en même temps, il y a toute cette systémie autour qu'il faut prendre en compte. Une chose très importante, et je trouve qui est très ancrée dans la culture française, mais alors encore plus chez les filles, c'est cette notion d'échec. On ne se laisse pas la possibilité d'échouer, notamment en tant que fille. Il faudrait réussir tout de suite. Si déjà on a pris le risque, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on s'autorise, on ne se laisse vraiment pas le droit à l'échec. Donc ça amène souvent beaucoup d'anxiété de performance. Effectivement, j'ai l'impression que les anglo-saxons, là-dessus, ils sont bien meilleurs. Oui. Sur l'échec qui fait partie de l'apprentissage, et puis ils rebondissent, et cet effet un peu start-up qui se casse la gueule, qui reprend, c'est assez typique dans la tech. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour les gens qui entreprennent, et du coup pour les jeunes aussi. Ça fait vraiment partie de leur culture, et effectivement c'est moins le cas en France. Oui, c'est très culturel, mais je pense que c'est encore plus accentué quand on est une femme. Ouais. Alors, quels sont maintenant les messages à transmettre pour donner un peu d'espoir, un peu d'envie? Quel serait votre message à une jeune fille du coup, de 16-17 ans qui serait au lycée
qui hésitent à s'engager dans une voie scientifique ou technique? Moi, j'ai envie de dire, ça va dans cette continuité-là, mais d'oser essayer, d'avoir l'audace, d'essayer de ne pas réussir tout de suite, c'est OK. L'idée, c'est d'apprendre et qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour essayer, en fait. Et du coup, à ses parents ou à son entourage, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux pour l'accompagner ou bien des choses à éviter? Alors, on a parlé un peu d'éducation, mais effectivement, d'essayer dans la mesure du possible, de ne pas conditionner les enfants en fonction de leur genre. Déjà, d'essayer d'identifier nos propres stéréotypes qui sont intégrés comme ça, de réfléchir à nos peurs. Et pourquoi il y a ces peurs? Est-ce que j'aurais les mêmes peurs si j'avais un garçon ou si c'est ma fille, si c'est mon garçon? Donc, d'essayer d'écouter aussi, évidemment, nos enfants. Et de ne pas oublier que la confiance en soi, elle se transmet aussi. C'est parce qu'on va faire confiance à son enfant qu'il va peut-être acquérir un peu de confiance en lui. D'accord. Et y a-t-il une idée ou une phrase que vous avez envie de bannir des discours sur l'orientation? Oui, c'est une phrase qu'on entend. Alors, il y en a une qu'on entend très souvent, qui part pas d'une mauvaise intention, mais c'est un peu le « quand on veut, on peut ». Oui. Alors, vous êtes l'exemple. Tout à l'heure, vous disiez, voilà, il y avait ce rôle modèle, et puis finalement, c'est devenu ma manager, donc c'est génial. Oui, quand on veut, on peut. Mais c'est quand même plus complexe que ça. Et c'est vrai que cette culture de la méritocratie, ça amène beaucoup de sentiments de culpabilité. Et donc, ça ne veut pas dire que tout est cuit et parce qu'on est une fille ou qu'on vient d'un milieu moins favorisé, on n'a pas de chance. Oui. Non, il y a plein de choses qui sont possibles. Par contre, c'est important de prendre conscience de toutes ces influences-là. Oui. Prendre conscience. Merci Estelle. De rien, merci à vous. C'était incroyable, on a appris énormément de choses aujourd'hui, plein de nouveaux mots, entre autres. Mais surtout, on a appris que la confiance en soi, ça se construit, ça se transmet. Je trouve ça assez vrai, que la méritocratie, ça n'existe pas vraiment. Et que il faut oser et ouvrir le champ des possibles, apprendre, se déconstruire, se reconstruire, évoluer, faire confiance à son entourage si possible, notamment sa marraine, si vous êtes là et que vous passez par là, les jeunes filles. Merci à toi, auditrice et auditeur qui nous a écoutés. Si tu veux tester l'application, te connecter, l'appli elle est disponible sur iOS et Android. Tu as juste à la télécharger. Et puis, c'était le dernier épisode de notre mini-série Tech4L. On ne sait pas quand est-ce qu'on reviendra pour le podcast de Watt06, mais certainement qu'on reviendra dans l'année. Alors, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, un petit commentaire si tu as des questions. Et merci encore. L'air sentait bon, les lavandes, coquelicots rougeoyants. Dans la saucisson glissait sur National de Provence. Tu connais les chemins de traverse, avec ton look de surfeuse. Sous le soleil ou l'averse, tu paraissais tellement heureuse. On voulait juste se perdre, on s'est très vite dit les termes. La confiance comme remède.